Merci à vous euh, que de nous recevoir une fois de plus. Je ne me rappelle plus le nombre de fois que j'ai eu l'occasion d'avoir de se voir accorder des interviews avec vous. Je crois que ça peut faire près de 5 fois, peut-être plus. Merci, merci à vous de nous laisser toujours votre porte ouverte. Aujourd'hui, je suis pas seul, je viens avec un ami, un confrère, Franck Passy, qui d'ailleurs va s'occuper de l'introduction qui démarre cette émission. Franck, voilà. Merci beaucoup. Merci. Christian Martial Pons, au lycée Savorgnan de Brazza, dans les années 90 et surtout mon passage en classe de terminale A, j'avais un professeur de philosophie qui bourrait ma tête de l'illustre Théophile Obenga qu'il qualifiait de l'égyptologue de Paragon de Tchekata Diop. Vu cette pression intelligente et intellectuelle exercée sur ma conscience, j'avais à mon corps défendant rempli ma petite bibliothèque de livres de Théophile Obenga, même si au départ, je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'il léguait à l'humanité. Aujourd'hui, plus de 35 ans, me voici en face du baobab, à qui mission m'a été confiée et c'est mon rôle de le déplumer sur un volet de son parcours dont nombreux ne connaissent pas. Il s'agit de son parcours politique. Christian Martial Pos, Théophile Obenga était un ancien ministre. Ministre des Affaires étrangères en 1977 et 1979, sous le règne du comité militaire du parti dirigé par le président Jacques-Georges Yombi Opango. Ministre au temps du président Pascal Lissouba, 93 à 94. Il a été aussi sénateur et au finish, représentant personnel du président Denis Sassou Nguesso. Seulement, pour de nombreux observateurs, ces passages politiques dans les ministères ou au Parlement restent mitigés. Pas de traces visibles ou d'écho montrant qu'il était ministre des Affaires étrangères. De même, pour le ministère de la Culture et surtout, pas de bruit souligné sur le fait qu'il était parlementaire. Aujourd'hui, Christian Martial Pos, l'honneur est à nous de s'abreuver à la source du savoir, à la source du Mouéné Nzalé. Christian Martial. Alors, professeur, je ne sais pas, Eloge a bien circonscrit son angle. C'est un passage administratif plus ou moins, de moins en moins écouté, hein. Ministre ici, ministre là, et on n'en parle presque pas assez. On se contente de spécialistes, de l'historien, de philosophes. On ne parle que moins de ministres, alors que vous avez été, hein. Oui, je crois que l'évocation de Passy rappelle beaucoup de choses. Le lycée Savoyen de Brazza, nous faisions philo avec Madame Leroy. C'était une dame très courageuse, très forte en philosophie. Elle nous faisait la philosophie. Et son mari, Pierre Leroy, se passait pour préhistorien, pour archéologue à Brazzaville. Donc, c'était très excitant. Le lycée avait beaucoup de réputation au niveau de la philosophie et aussi au niveau des mathématiques. Il y avait Richemont, le professeur Richemont qui faisait les mathématiques. Et c'était très célèbre le lycée de Savin de Brazza, au point de vue philo. Moi-même, j'ai enseigné aussi la philo au moins 1 an là-bas pour remplacer un coopérant qui était parti en cours d'année. Donc, c'est vraiment c'est un haut lieu de pensée, de formation, de philosophie, de débat et de grands philosophes. C'est très bien de le rappeler, je me rappelle bien. Ensuite, après les baccalauréats, nous sommes restés encore au lycée. On a ouvert une classe qu'on appelait première supérieure après le bac. On préparait un diplôme qu'on appelait le certificat d'études littéraires générales, le CELG. Et c'était très dur, c'était très compliqué, c'était très harassant.
vous avez au moins par semaine, au moins 5 dissertations. Le grec, le latin, la philosophie, les mathématiques, les sciences naturelles. Chaque semaine, au moins 10 devoirs pour chaque matière. On n'avait même pas le temps de se raser, etc. C'était très bien. Et puis, arrivé en France, bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Les autres ont fait les mathématiques. Les autres ont intégré Saint-Cyr comme Raoul. Les autres ont fait les enseignements de la faculté, les lettres, les sciences, etc. Donc, le lycée a formé beaucoup de cadres. Hein. Même avant nous, il y avait aussi des gars qui étaient là avant nous, qui ont parti, les aînés. Et puis aussi nous, et puis après nous. C'était un grand lieu, un lycée très célèbre. C'était d'ailleurs le lycée de l'AEF. Il n'y avait pas que les Congolais, moyens Congo. Il y avait aussi les Gabonais qui venaient, les Centrafricains, les Tchadiens. On était avec eux ensemble à l'internat, etc. Donc, c'était un lycée de l'AEF, un lycée de l'Afrique équatoriale française. Le lycée du Congo, du moyen Congo, était à Pointe-Noire. On appelait le lycée Victor Augagneur. On appelait par la suite Karl Marx. C'était le lycée du moyen Congo. Et ça s'arrêtait en classe première. Et après la première, on venait faire la terminale au lycée de l'AEF, c'est-à-dire Savin de Brazza. Voilà. Bon, ensuite, on est venu, on a travaillé au pays. Je suis enseignant à l'école normale supérieure, etc. Mais quand on est ministre, bon, on n'est pas ministre tout seul. Il y a des événements, il y a une équipe gouvernementale, il y a le président, il y a les problèmes, il y a les situations qui viennent, qui ne viennent pas. Donc, on ne commande pas le pays tout seul, que je dois faire ça tout seul, non. C'est une équipe. Donc, on discute, il y a le conseil. L'action est solidaire, etc. Quand je suis arrivé avec le président Marien Ngouabi, j'ai constaté, j'étais pour parti, etc. J'ai constaté que le Congo n'avait pas de relation avec les États-Unis depuis très, très, très longtemps. Je me suis dit que les États-Unis, c'est une grande puissance du monde, la première puissance du monde. Même l'URSS a des relations diplomatiques avec les États-Unis. Ne pas en avoir, ce serait quand même un peu singulier, quoi. Il faut en avoir. J'ai expliqué la situation au président Marien Ngouabi. Bon, il m'a donné le feu vert. Et je me suis ouvert, comme les intérêts américains étaient sauvegardés au Congo par l'Allemagne, et je me suis ouvert au ministre quinois des Affaires étrangères, le commissaire Ngunzo Karlibon, oui, et qui était ami du ministre allemand des Affaires étrangères. Je lui ai dit, voilà Ngunzo, j'ai l'intention de renouer les relations avec les États-Unis, mais comme tu es l'ami du ministre des Affaires étrangères allemand, est-ce que tu peux m'introduire? Il a fait ça avec beaucoup de fraternité, beaucoup d'aisance, et j'ai été donc introduit auprès du ministre des Affaires étrangères. Je lui ai exposé le problème. Il a dit, mais vous venez même à la charge du ministère des Affaires étrangères. Donc, j'ai mobilisé mon cabinet, qui était dirigé à l'époque par le ministre Ikwebe. Vas-y, oui. Hein? Le ministre Ikwebe. Et on a pris comme journaliste Passi Mouba. Et j'ai fait aussi entrer dans l'équipe l'ambassadeur Nicolas Monjo qui se trouvait à New York. Donc, on est parti là-bas en Allemagne. On était bien reçus, bien logés. Et la Maison-Blanche avait envoyé M. Chauffelet qui s'occupait des relations africaines au département d'État américain. Donc, on a discuté pendant 2-3 jours. On a rétabli des relations. On a rétabli les relations. J'ai rétabli les relations entre le Congo révolutionnaire, marxiste-léniniste, et les États-Unis, capitalistes, etc. Qui le regrette aujourd'hui? Parce que j'avais servi les intérêts. C'était dans l'intérêt du peuple congolais de ne pas rompre les relations. C'était de l'intérêt d'un groupe politique, d'une association politique de ne pas faire les relations avec les États-Unis. C'est l'intérêt d'un groupe, d'une association. Ce n'était pas l'intérêt du peuple congolais dans son ensemble. Donc, il faut distinguer les intérêts d'un petit groupe qui a ses ambitions et l'intérêt général, l'intérêt du peuple dans son ensemble, l'intérêt de la majorité, etc. Donc, et qui le regrette aujourd'hui.
Ça, j'ai pris ça sur moi à mes risques et périls, qu'il regrette aujourd'hui, etc. Donc voilà. Et puis dans tant d'autres choses, hein, Parmi lesquels, parmi lesquelles, par exemple, un sujet, moi j'ai dit que l'enseignement n'était pas, la formation supérieure, l'enseignement supérieur au Congo n'était pas ça, quoi. C'était un peu faible. Et j'ai expliqué au président à l'époque, le président Lissouba, qui était universitaire, qui était un grand scientifique, un grand généticien, ingénieur agronome, il comprenait, etc. J'ai dit, il faut réformer du tout au tout cet enseignement-là. C'est faible au Congo. Moi, je suis enseignant, je suis pédagogue, ce n'est pas une critique, je vois. C'est une faiblesse extraordinaire. Les gens parlent très mal français, écrivent très mal français, on ne réfléchit pas, c'est vraiment très bas. Alors qu'il y a l'intelligence. Et c'est un devoir de rehausser les niveaux, etc. C'est ça qu'on doit faire, rehausser le niveau, avec des ambitions. Il veut profiter de l'intelligence qui existe au Congo. Bon. Il a accepté ça, mais au niveau de la pratique, je n'étais plus le responsable de ça, j'étais à la communication, donc ça n'a pas tenu non plus. Mais j'ai gardé le projet, et après je suis parti aux États-Unis, j'ai vu encore plus concrètement, j'ai enseigné à Philadelphie, j'ai enseigné à San Francisco, j'ai voyagé partout aux États-Unis, j'ai fait des conférences, des revues, et quand je suis retourné après avec le président Denis Sassou Nguesso, j'ai relancé le même débat avec plus de précision. J'ai dit, il faut faire une grande université qui dépasse même le Congo. Une très grande université, une ultra moderne, avec toutes les technologies modernes, avec tous les grands savoirs modernes, même avec un institut d'astrophysique, l'espace, l'énergie, l'hydraulique, les mines. Il faut tout maîtriser maintenant. L'espace, la technologie, l'intelligence artificielle, etc., etc. Bon, le président, qui lui parle, il comprend, il fait les enquêtes, il est un peu très lent, à mon avis. Et il a mis au moins 2-3 ans. Il dit, c'est quoi tes affaires là? J'ai dit, c'est comme ça qu'il faut faire. 3 ans dans son village. Il m'a hébergé pendant 10 ans. J'étais aux États-Unis. Il m'a invité dans son village, à Oyo là-bas, pendant 10 jours. On mangeait, je faisais. Il dit, mais c'est quoi exactement, c'est quoi? Bon, j'ai dit, mais c'est une grande université du Congo et même de l'Afrique même centrale de l'Afrique. Il faut faire, il y a des moyens, il y a l'espace, il y a l'argent, il y a l'intelligence. Rien ne manque, on va faire. Bon, finalement, il a dit, mais donc tu veux être au gouvernement? J'ai dit, non, ce n'est pas une affaire de gouvernement, des ministres. Je peux rester à la présidence et faire, il faut faire ces choses-là, il faut faire. Qu'est-ce que vous allez laisser au pays d'abord? C'est ça qui va rester au pays pendant des millénaires. La Sorbonne a combien de siècles? Le Collège de France a combien de siècles? C'est le roi François Ier qui a fait le Collège de France, non? Il était au XVIe siècle, ça reste, non? Donc 16e, 17e, 18e, 20e, 21e siècle. C'est à moins qu'à 5 siècles, la Sorbonne, la Sorbonne, etc. Il faut faire. Si vous faites ça, ça va rester éternellement. Ça va rester. Bon, finalement, il a décidé, quand il décide, il ne recule plus. Il a décidé, il a mis les moyens. On a fait 1 ou 2, 3 bâtiments. Il reste à faire encore au moins 20 bâtiments. à l'université des Missions. Ah oui, 20 bâtiments restent à faire encore. Il faut les finir absolument. Il faut finir ces choses. On ne comprend pas. On est là. Il faut voir plus loin que sur le bout de son nez. Le Congo ne finit pas avec nous. Nous allons tous mourir. Personne de nous ne va exister il y a 100 ans encore. Le Congo va exister encore pendant des siècles au niveau de l'Afrique centrale, au niveau du continent africain, au niveau de l'humanité. Donc, on laisse des traces qui sont comme Platon a fait l'académie à Athènes. Et c'est ça qui a donné la philosophie dans le monde occidental, qui a donné des gens comme les Aristotes, etc. C'est ça qui a fait la pensée de l'Occident, c'est Platon. C'est l'académie de Platon. Platon, quand il est mort, il y a longtemps, non? Mais aujourd'hui, on vit tous les Jean-Paul Sartre, c'est Platon. Les Kant, c'est Platon. Ça ne veut pas Platon, il n'y aurait pas Kant. Il n'y aurait pas Hegel. Il n'y aurait pas tous ces philosophes dont on se vante aujourd'hui, etc. Donc, il faut faire ces choses-là. Il ne faut pas dire que oh non, c'est trop grand, on a fait 2 classes. Ce n'est pas l'école secondaire.
Ce n'est pas le lycée, ce n'est pas le collège. L'université aujourd'hui, c'est un village. On circule avec des camions dedans, avec des voitures, avec des taxis. Les gens sont bien logés, bien nourris. Ils travaillent, il y a de la discipline extraordinaire pour préparer l'intelligence de l'avenir. Il faut faire ça. Il ne faut pas faire des petits trucs de rien du tout. Et donc, le président a accepté, il a foncé, il n'a plus reculé. Ah, le président a accepté, il n'a plus reculé. Et vous avez quand même une université maintenant. Concert, ça me dérange pas à vous entendre, l'idée est vôtre, ou presque tout, c'est vous, c'est l'intelligence. Moi, ce que je veux comprendre, ça vous dérange pas, on aurait mieux fait de nommer cette université Tofilo Benga, comme Cheikh Anta Diop au Sénégal. Non, on dit, C'est avec pensée ou bien c'est non, vraiment l'université de l'État sur les soudés sortis d'où? on ne fait pas des noms pour donner les noms. Oui. Tu vois? Même quand on a fait le Collège de France par Guillaume Budet ou bien par François Ier, on n'a pas donné le nom du roi François Ier ou Guillaume Budet, qui était l'artisan de ça. Peut-être les autres qui viendront, le lycée Cheikh Anta Diop, il n'a même pas enseigné là-bas. On l'avait interdit. Il était même à l'écart de ça, etc. Mais à sa mort, les étudiants ont dit qu'il faut donner absolument son nom. C'est après sa mort qu'on a donné. Mais de son vivant, il ne mettait même pied là-bas, il était à l'IFA, etc. Donc ça, c'est l'avenir, les gens donneront. Ce n'est pas tellement les noms. Le président Sassou, ce n'est pas lui qui a donné le nom. Ce n'est pas le président Sassou qui a dit que le lycée de Kintere s'appelle Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas lui. Je suis absolument formel et clair. Il faut éviter les on-dit, les soupçons. C'est moi qui lui ai dit que j'ai consulté, j'ai demandé à des amis, des panafricains, des choses comme ça. Ils ont dit, mais puisque lui, il aide, puisque c'est lui qui finance, puisque c'est lui qui donne, eh bien, il faut donner son nom, peut-être qu'il va accélérer. C'est comme ça que j'ai dit, cette université peut porter. Il ne m'a même pas demandé comment ça s'appelle. C'est moi-même qui ai pris l'initiative à deux. J'ai dit, c'est Denis Sassou Nguesso. Et quelle était sa réponse? Il n'a pas crié merci, 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 oh, d'accord, d'accord, d'accord. Il a dit simplement, humblement, construisons d'abord. Construisons d'abord. Voilà la réponse exactement du président Sassou quand je lui ai dit que l'UNICEF porte son nom. Il dit, construisons d'abord. Faisons d'abord. Construisons d'abord. Donc, il n'était pas précipité. Et on a donné son nom. Il n'y a rien de bizarrerie à cela. Il donne l'argent, il patronne, il est le chef. Il peut accélérer les choses, c'est tout dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, c'est pas... Et le souhait voulait qu'il continue les œuvres qu'il a commencées. Hein? Donc, les souhaits voulaient qu'il puisse continuer encore les œuvres qu'il a. Mais il faut qu'il finisse, il reste 20 bâtiments à construire. Ça ne dépend pas d'un tel, d'un tel, d'un tel. Nous sommes des passagers, on va mourir. Il faut laisser, il faut construire, laisser ça. Mais comment on ne comprend pas? Tout le reste, c'est des bricoles. Hein? Tout ce qu'on fait, ça ne va pas rester pendant des siècles. Ça ne va pas rester pendant des siècles. Tu sais, aujourd'hui, Paris, ce qu'on appelle Paris. Mais si tu enlèves la tour Eiffel, Les Champs-Élysées. il n'y a plus de Paris. Il y avait plus de Paris. Hein? Il n'y a plus de Paris. Et ce n'est qu'à ça, quand l'ingénieur Eiffel faisait ça, on l'a injurié, on l'a critiqué. C'est du fer, le rassemblement de fer, ça rapporte quoi à Paris? C'est quoi, etc. C'est un idiot, c'est un ingénieur, etc. On l'a critiqué. Et aujourd'hui, détruisez la tour Eiffel. Mais Paris n'existe, il n'y a plus Paris dans le monde. Il y a des symboles, il y a des choses, l'humanité aime des choses fortes. Tu sais, la grande muraille de la Chine, hein? Mais c'était pas pour faire la grande muraille de la Chine, c'était une protection par un général. Il faut protéger le pays contre les invasions des Magyars, des choses comme ça. Il faut protéger c'est une protection aujourd'hui. Mais aujourd'hui, mais qui ne va pas en Chine, ça aller voir la muraille de la Chine. Hein? Et pourtant, ce n'était pas ça le but, ce n'était pas touristique. Hein? Ça rapporte de l'argent, etc. Des choses comme ça, les pyramides de l'Égypte. Hein? On a fait les pyramides pour que les gens visiter, c'était les tombeaux des pharaons.
Et c'était juste, personne ne va au cimetière tous les jours, personne ne va à la tombe. On enterre les pharaons, puis c'est terminé, donc on se débrouiller. Mais aujourd'hui, on peut pas, on va l'Égypte pour voir comment ça a été fait les pyramides. Et c'est depuis des siècles, plus de 30 siècles que les pyramides existent. 30 siècles, plus. Ça existe là debout, contre vents et marées. Et on ne comprend pas comment ça a été fait. Il n'y a pas de ciment entre les pierres. On pose les pierres les unes sur les autres. Il faut bien mesurer les pierres, bien les équarrir, etc. Donc, il y a des monuments comme ça qui existent. Je veux ainsi poser une petite question, mais apparemment ça va nous aider à comprendre un peu parce que nous sommes devant le dignitaire, on ne va pas manquer d'avoir ces informations. Les idées que vous avez eues, matérialisées par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, on va les ranger où? Dans le côté politique de vos actions sur terre ou côté culturel? On peut ranger comme on veut, hein. Le truc, ça existe. Le rangement, c'est le rangement, c'est mais quelque chose de. Mais la Sorbonne, c'était où les collègues, où la Tour Eiffel, c'est un monument. Mais en même temps, c'est culturel, c'est politique, c'est la vie humaine. On fait pour la vie humaine, la vie de l'humanité. Donc, appelez ça politique, si vous voulez, appelez ça culturel. Mais cette séparation purement, disons, commode au point de vue de l'intelligence, si l'on veut. Mais dans la vie, ce qui compte, c'est la vie, on a fait quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose d'utile, beau, grand, puissant, pour servir le bien de l'humanité, pour servir le bien. Enseigner, c'est bien. Former, c'est bien. Éduquer, c'est bien. Donc, on éduque, on forme dans des conditions les meilleures de l'humanité. Et ça, c'est bien. Et c'est tout le monde le fait comme ça. Si vous êtes aux États-Unis, Harvard, Columbia, Stanford, Berkeley, et tout, c'est des endroits extraordinaires qui sont bien bâtis, d'une belle architecture. C'est comme ça qu'on fait. La Sorbonne, Oxford, les Berlin, tout ça, c'est comme ça qu'on fait. Shanghai, tout ça, c'est beau. Donc, il faut faire la Saint-Pierre de Rome. C'est une église, mais elle est belle, la cathédrale, etc. Là, à Brazzaville, Sainte-Anne, c'est beau, non? Ah ben, c'est religieux, c'est spirituel, c'est architectural, c'est culturel. C'est culturel aussi. Tout est, la vie humaine est comme tout ça, à la fois, ça fait la beauté. Et est-ce que il faut cultiver ce qui est vilain, la tuerie, la barbarie? Non, on fait la civilisation. La civilisation, c'est le beau, c'est le vrai, c'est le juste, la vérité, la justice. C'est ça. L'Égypte antique était bâtie, la civilisation, parce que leur procès, c'était la justice et la vérité. Il n'y a que ces deux choses-là. Faire la justice. Le pharaon est là pour faire la justice sociale, économique, humaine, et pour faire la vérité, la vérité. Ne pas mentir, ne pas voler. C'est la vérité. Et c'est ça qui fait que l'humanité est belle, c'est la civilisation. Voilà pourquoi l'Égypte antique n'a pas fait de prison, etc. L'homme doit être épanoui. C'est comme ça qu'on doit faire. Professeur, puisqu'on parlait déjà de l'université, je parle de l'école. À votre avis, l'école aujourd'hui, c'est quelle image? Vous donnez la formation à l'école. Je descends encore un peu plus, je ne vois pas l'université. Je vois l'école primaire, le collège, le lycée. Et comment le professeur regarde dans ce 21e siècle notre école? Enfin, moi, j'ai enseigné à Brazzaville, j'ai enseigné au Katanga, à Lumumbashi. Oui, J'ai enseigné à Abidjan, à Cocody. oui. J'ai enseigné à Yaoundé. Et j'ai enseigné aussi à Bangui, à NRCA. J'ai enseigné là-bas à l'université. J'ai vu, discuter avec les étudiants, avec des collègues, voyager, voir le pays même, etc. Et discuter de l'avenir, etc. Faire des conférences, faire des revues, faire des débats, etc., etc. Alors, je constate qu'au Congo, premièrement, il y a l'intelligence. C'est curieux, il y a beaucoup d'intelligence au Congo. Il y a beaucoup d'intelligence. C'est presque un don naturel. Et dans tout le pays,
à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre, tout ça. Il y a beaucoup d'intelligence. Hein. Mais je constate que cette intelligence, il y a des spécialistes de l'éducation. Les rap, des choses comme ça, la pédagogie, les spécialistes de l'éducation. Je crois que déjà cette intelligence, même au temps de la colonisation, l'AF, il y avait les revues comme la revue Liaison, il y avait des intellectuels comme les Yengaboka, hein, les Zambi, les Jean Malonga, etc., qui avaient déjà écrit les jeunes Fumo Mazono, le cœur d'Ariel. Il y avait déjà des intellectuels, les Bernard Boucher Mambeke, déjà. Tu vois, il y avait la revue Liaison. Il y avait déjà des gens qui avaient écrit déjà ici sur le Mbé, sur le Luango, sur le Kiwi, le Silver Tsama, etc. Il y avait beaucoup d'intellectuels déjà. Déjà au temps de colonisation, hein, et les gens n'avaient pas le niveau même de terminale. Il y avait déjà cette manifestation de grande intelligence. Ensuite, tu avais des écrivains qui n'ont pas toujours été universitaires, comme les Maxime Ndebeka, les Guy Menga, le Makuta Mbuku, le Bemba, Sylvain Bemba, les Chikaou Tamsi. Après eux, les Tati Lota, hein, etc. Les Dongala, hein, les Soni Taboulansi, hein, qui étaient des maîtres, des intellectuels, des écrivains de haut niveau, les Ambili, etc., et de haut niveau, tant d'autres. Hein, le Bilombo, Blaise Bilombo. Voilà. Docteur pharmacien, oui. Hein? Blaise Bilombo, oui. Oui, des intellectuels de très haut niveau qui écrivent de très beaux langages. C'est très bien écrit. C'est ça qu'on appelle la littérature. C'est très bien pensé, c'est très bien écrit, avec beaucoup de finesse et de charme. C'est pas écrit pour écrire ngoulou. C'est écrit avec beaucoup de précision, de charme, etc. Écrit comme écrivait Voltaire. Voilà, c'est ça la langue française. Où vous écrivez en lingala, c'est beau. Écrivez en moulukoutoua, c'est beau. Et si vous écrivez en français, il ne faut pas charcuter le français. Il faut y mettre du sérieux. Ah, il faut bien écrire, comme Senghor, comme Aimé Césaire, comme Cheikh Anta Diop écrit le français le plus merveilleux français. Voilà. Donc, il ne faut pas dire qu'un dit qu'on a bu sauter. Écrivez en beau lingala, écrivez en beau moulukoutoua, écrivez en beau vilé, on s'en fout. Mais si vous écrivez en français, ne faites pas un français qu'on appelle le français des nègres, MAB. Faites le beau. Voilà. Il n'y a pas d'excuse. Bon, après ça, on dirait qu'il y a eu un déclin. Après le Sylvain Bemba, tout ça, il n'y a plus d'écrivains. Quand je lis ce qu'on écrit, c'est vraiment, c'est pas même pas corriger même. Quand on lit, il faut corriger ce qu'on écrit, c'est même pas corriger, c'est vaille que vaille. Et ça n'a pas d'écho non plus. Oh, j'ai écrit, mais il n'y a pas d'écho, etc. Bon, ensuite, tu vois cette créativité aussi dans la musique, par exemple. À part les Bantous qui ont un vieil orchestre, les autres ne durent pas, font sautillent, fument. Il n'y a plus la chanson, on ne chante plus. Hein, on fait des rythmes un peu le même mot qu'on répète pendant longtemps. Tu vois, c'est des choses comme ça. Il n'y a plus la créativité musicale. Il n'y a plus l'esthétique musicale. Il n'y a plus la beauté. Qui s'inscrit dans les temps. Oui, il n'y a plus en fait déjà pour faire vite, pour que les gens se boivent un peu l'alcool, c'est sautille, et puis bon, ils sont un peu fatigués, etc. Il n'y a plus la recherche, on danse plus beau. La rumba, c'est beau. Hein? On est bien habillé, le beau pain, on danse avec élégance, la musique joue, les Papa Noël jouent la guitare, Nino Malapé fait la trompette, le saxophone, les sous chantent avec sa voix inimitable, les Célio, les Coucou, les Koukas, etc. etc. Tu dis, il y avait les Franco, les Cabassiers, les choses, il y avait la beauté des choses là. Il y avait la beauté. Même les Polo Kamba qui ont commencé, les Mundanda, la beauté, c'est perdu maintenant. Il n'y a plus de recherche. C'est des slogans, c'est va vite, et ça ne dure même pas dans le temps. C'est vite chanté, vite consommé. On ne fait plus. Ça devient de la gymnastique, la danse. Il faut que ça soit
forcer, quoi, Saccadé, saccadé, etc. Bon, chaque génération a ses goûts, mais quand même, le meilleur goût, c'est toujours le sublime. Là, c'est tous les siècles. Le beau, le sublime, on ne peut pas changer pour faire le saccadé. Il y a le sublime, etc. Bon, donc, il n'y en a même plus dans la musique. L'enseignement baisse. Il faut dire, moi, je suis enseignant, c'est ma discipline. Je connais l'enseignement. J'ai fait au moins 50 ans, 60 ans d'enseignement. J'ai enseigné dans le monde entier. J'ai enseigné même en Angleterre. Je connais de quoi il s'agit. Donc, c'est très bas au Congo, très bas à Brazzaville. Il faut le dire honnêtement, clairement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qui la faute? Il faut faire d'abord que ceux qui se réunissent, ceux qui s'occupent de l'éducation, il faut leur faire un séminaire d'appoint. Il faut qu'ils changent les préjugés. Il faut qu'ils soient plus humbles. Il faut qu'on reprenne le métier entre les mains. Il faut tout yéba. D'abord les former avec beaucoup de l'extrême rigueur. S'il n'y a pas de la rigueur, ce n'est pas la peine. Extrême rigueur, une extrême exigence intellectuelle. Exigeant. Il faut absolument, quand je connais. Je peux dire aux Chinois, je connais. Je vais en France, je connais. Je discute avec les plus grands savants du monde dans mon domaine. Je connais. Par exemple, une anecdote. Je voulais voir des monnaies romaines dans une bibliothèque spécialisée aux États-Unis. Il dit, monsieur, pour avoir accès à ces collections de monnaies romaines, il faut connaître le latin, parce que ce n'est pas l'aventure comme ça, on ne va pas gaspiller les etc. Je dis, je connais. Il dit, ah bon, comme c'est un noir, c'est toujours douteux. On fait les exercices. On me donne un texte qu'on connaît 1000 fois par cœur, c'est les bucoliques de Virgile. J'ai dit, mais enfin, ça, c'est... Mais en quatrième, on ne fait que réciter ça. Je connais ça par cœur, même aujourd'hui, etc. Après, ils ont laissé, dit, bon, Cicéron. J'ai dit, oh, Cicéron. Encore, ce qu'ils m'ont donné, un texte de Cicéron qui est un peu rare, c'est le Catilinaire. J'ai dit, oh, les Catilinaires de Cicéron, mais on connaît ça dès la 5e par cœur. Tous les Catilinaires, je connais. Même aujourd'hui, je peux réciter. Je peux réciter ça aujourd'hui même. Pourtant, j'ai étudié ça en 6e. Donc, je connais. Ils ont dit, ah ben, il connaît même plus que l'examinateur. Donc, ils m'ont donné la permission, etc. Donc, il faut connaître. Quand tu es juge, tu connais le droit par cœur. Tu connais les mathématiques, tu apprends par cœur. Tu connais la physique, tu connais la chimie, tu connais la philosophie, la sociologie, la linguistique. Tu connais la philosophie au yébi. Tu lis Platon dans le grec. On peut lire Platon par français, c'est le trahir. Quelle est la meilleure traduction de Platon en français? Ça n'existe pas. Il faut le lire en grec, Aristote, pour comprendre la subtilité du grec. Hein? Quand je lis Platon en français, ou on a lu Platon, j'ai dit, bon, écoutez, bon, d'accord, faisons ça. Mais c'est rigolo. Ça, c'est conventionnel. Oui, personne ne lit, un savant ne lit pas Platon dans le français ou en anglais. On le lit dans le grec, le grec attique. C'est comme ça qu'on fait. Il y a plusieurs dialectes grecs. Il y a l'ionien, le dorien, l'attique. Platon écrit dans le grec attique, c'est-à-dire le grec d'Athènes même. Et il connaît, etc. Voilà. Donc, il faut qu'on connaisse. Après qu'on connaît, on fait des manuels. Ce n'est pas les manuels Manu lave un pagne ou des choses comme ça. C'est mal pensé, mal écrit et c'est fait par la coopération, soit disant la francophonie pour embrouiller les